En fait, on est dans un écosystème où certaines marques ont réussi à se différencier. Et c'est vrai qu'en tant que solopreneur, on n'a pas souvent ce réflexe de se dire « mais je pourrais être moi-même une marque ». Les personnes qui sont expertes ne sont pas forcément les personnes qui sont le plus efficaces sur leur marketing. Quand j'interviens en entreprise, là, en ce moment, je suis à 2 000 € de l'heure. Et donc, en fait, je me rapproche davantage des tarifs de conférencier. Et le marché qui vous déteste, en fait, c'est finalement un bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous créer un marché qui vous adore. Le principe de la diffusion d'une méthode, c'est d'être reconnu par son audience. Encore une fois, quand t'es artiste, tu débarques dans une salle, et bah t'as envie d'avoir des gens qui écoutent ta musique. Donc au bout du 500e concert, s'il y a toujours personne, bah faut se poser des questions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Aujourd'hui, parlons d'un thème crucial pour les solopreneurs que nous sommes. Comment nous distinguer, comment nous différencier dans notre marché, souvent très concurrentiel, comme c'est le cas d'ailleurs pour mon invité du jour. Et aujourd'hui, on fait une mini-série sur comment trouver sa méthode signature pour vous distinguer, pour être inoubliable et pour que tous les clients accourent. Et donc, pour nous en parler, je vais accueillir Sarah Saidi, spécialiste de la respiration et qui a créé justement sa méthode signature, respiration rythmique. On va en parler dans un instant, mais déjà, je vais penser à 1. Respirer pendant cet épisode, sinon ce serait un comble, et 2. Vous présenter Sarah. Bienvenue Sarah, bienvenue au board. Hello Flavie, je suis ravie d'être ici et en plus pour une facette que je ne montre pas souvent, c'est la facette solopreneur. Donc j'ai hâte de partager ces astuces qui sont je pense fondamentales aujourd'hui pour pouvoir se différencier sur son marché et prendre beaucoup de plaisir aussi à partager son expertise. J'adore ton parcours, je t'ai un peu démarché sur LinkedIn en te disant « Mais Sarah, t'as une méthode signature, c'est incroyable ce que tu fais, je suis sûre que ça intéresserait plein de monde. En plus, t'es dans un univers hyper concurrentiel qui est l'univers du bien-être, un mix entre sport et bien-être, tu vas nous en parler. C'est pas facile d'être coach sportif ou coach en bien-être alors que les prix sont potentiellement tirés vers le bas et du coup tu vas nous raconter, tu vas nous ouvrir tes coulisses et nous raconter comment tu as trouvé ta méthode signature pour te singulariser. Alors première chose déjà, c'est intéressant, tu me disais dans l'univers du sport, il y a plein de méthodes signature et finalement on en consomme tous les jours sans s'en rendre compte et toi ça t'a fait tilt et tu t'es dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, tout à fait. Par exemple, Flavie, si je te dis bonne ambiance, les couleurs fluo, musique un peu reggaeton, salsa, latino et un mélange d'aérobic, qu'est-ce que tu me réponds ? Alors moi, je suis pas très adepte, mais je vois un peu Zumba peut-être. Exactement. Si je te dis workout of the day, salle avec tapis noir, des outils de musculation un peu contre les murs et des personnes qui s'habillent souvent en noir, qui forment une secte, qu'est-ce que tu me réponds ? La secte du CrossFit. Exactement. Donc oui, en fait, on est dans un écosystème où certaines marques ont réussi à se différencier. Et c'est vrai qu'en tant que solopreneur, on n'a pas souvent ce réflexe de se dire « mais je pourrais être moi-même une marque ». Et pourtant, si, par exemple, Major Mouvement, hier, c'est rigolo, on enregistre donc alors même que j'ai écrit un post là-dessus sur LinkedIn qui a vraiment eu un grand succès. C'est un kiné, donc il aurait pu ouvrir un cabinet et puis pratiquer son métier comme n'importe quel kinésithérapeute. Oui, il s'appelait nom prénom kiné quoi. Enfin, exactement. Tu vois, pas très original. Oui. Et pourtant, grâce à la création de contenu, il a réussi à se détacher de son marché et à créer son monopole personnel. Je vais pas spoiler tous les épisodes tout de suite, mais en tout cas, ça démontre qu'on est complètement dans cette démarche-là et qu'elle est complètement possible aussi pour des personnes individuelles et pas uniquement des entreprises comme CrossFit ou Zumba. Alors, hyper intéressant, j'adore et du coup, je reconsidère ma pratique du sport parce que moi, je pense que j'étais une victime des méthodes signature. À un moment, à Paris, je faisais de la gym suédoise, je vois le pilate aussi, je pense que c'est un peu ce genre de truc. Souvent, quand je parle aux solopreneurs qui voient pas l'idée de la méthode signature, je leur parle des régimes aussi, tu vois, genre Dukan, des trucs comme ça, c'est assez marquant. Oui. Toi, concrètement, niveau prix, ça donnait quoi ton marché et pourquoi tu t'es dit tiens j'ai besoin d'une méthode un peu spécifique sinon je vais me faire un peu uberiser ou en tout cas je serai dans un océan rouge. Est-ce que tu peux nous donner une idée des prix qu'on se rende compte aussi quel est l'avant et l'après aussi niveau méthode signature? Oui. Eh écoute Flavie, c'est une très bonne question et d'ailleurs tu l'as dit en introduction sans t'en rendre compte, c'est que on arrive à être tiré par le bas sur un marché concurrentiel. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'océan rouge où tout le monde se bat et qu'en fait, le seul moyen de se différencier revient à baisser ses prix. Donc quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai pris peur.
Et venant du monde de l'audit et du conseil, j'ai été un peu aussi câblée marketing. En réalité, c'est ça, je pense, qui m'a aidée à me rendre compte de la situation, à faire un benchmark du marché, à me dire, mince, en fait, si je ne me différencie pas, je vais subir le marché. Et donc, c'est cette peur-là qui a engendré toutes les actions. Donc, ça vient quand même d'une crainte ici, qui a ensuite donné des beaux résultats. Mais la crainte, c'est effectivement de se laisser embarquer dans un système qu'on ne maîtrise pas et qui décide pour nous. Comme par exemple, pratiquer des prix de sophrologue entre 45 € et 60 € l'heure, de psychologue entre 60 et 70 € l'heure, et arriver sur un marché finalement où à chaque fois, on réfléchit à est-ce que je vais pas réduire ma consultation de 5 € pour me différencier, etc. Donc, moi, c'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, avant de devenir solopreneur, je portais un peu au nu, tu sais, les professions libérales en me disant, bon, bah, libéral, ça veut dire, tu sais, dans l'imaginaire collectif, bah, que ça va bien financièrement. Et au final, on se rend compte quand même que ces marchés-là, c'est compétitif, il y a des rendez-vous physiques, c'est pas évident de marger, et donc y compris les professions de santé. Et je pense que là, tu mets le doigt sur un sujet crucial, quoi, qui est de pas s'appauvrir en faisant un métier, certes, passion, mais qui pourrait, surtout par rapport à ton background d'avant, t'es un peu dans le même cas que moi, où en gros, j'imagine que, je sais pas, en audit, machin, t'étais bien payé. Et là, tu te dis, bon, bah, la passion, c'est cool, mais il faut quand même que je puisse payer mes charges. Oui, bah, exactement. Et en plus, on vend son temps. Et toi, tu le sais très bien en tant que freelance, quand on vend son temps, on est très rapidement capé. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on ne peut exercer que 8-9 heures par jour et enchaîner 8-9 consultations par jour, c'est énorme, c'est très énergivore. Faut être à l'écoute des personnes qu'on accompagne, il faut délivrer de la qualité. Je pense que tout le monde, en plus, dans ce milieu, a une vocation d'accompagnant. Donc, on a envie de bien faire, et pour bien faire, faut pouvoir protéger son énergie. Donc, clairement, la matrice n'était pas favorable à ce schéma de vente de taux horaires. Bon, en tout cas, bravo d'avoir fait la démarche il y a longtemps et du coup que ça se matérialise aujourd'hui. On va pas spoiler toutes les étapes parce qu'on va passer étape par étape dans chaque épisode, mais juste pour nous dire aujourd'hui, en gros, ta facturation, maintenant que tu as une offre signature, ça a changé par rapport à ces 60 € horaires ? Oui, totalement. En fait, j'ai scindé mon marché en deux, le marché des particuliers et le marché des entreprises. Et là où c'est le plus intéressant, c'est sur le marché des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le marché des particuliers, au bout d'un moment, un porte-monnaie de particulier, il va avoir, on va dire, sa limite. C'est-à-dire que c'est un produit où même si je vais augmenter mes prix, je vais être à un moment ou à un autre capé. Donc aujourd'hui, pour une consultation de sophrologie, de PNL ou de coaching avec moi, j'ai mis mon prix à 90 € l'heure pour les particuliers. Okay ? Par contre, quand j'interviens en entreprise, là, en ce moment, je suis à 2000 € de l'heure. Et donc, en fait, je me rapproche davantage des tarifs de conférencier, d'organisateur de team building. Et c'est la combinaison des deux qui me permet de partager mon métier passion et en même temps de pouvoir me rémunérer. Sachant que une intervention entreprise, c'est comme un projet. Donc, il y a un temps de préparation, il y a des réunions en amont, il y a une certaine qualité à délivrer, il y a de la logistique, il y a parfois des lieux à réserver et donc, il faut se laisser de la marge. C'est une réelle prestation, en fait. Une prestation entière de freelance qui se rapproche même peut-être par moment des prestations qui sont en agence. Alors, super chouette. Déjà, dans ce premier épisode, on a énormément de matière. Je te remercie. Tu as parlé beaucoup de croisements, monopole personnel, etc. Je voulais te demander justement, qu'est-ce qu'on peut faire comme premier défi pour commencer à s'imaginer créer une méthode signature ? Parce que j'ai l'impression que la tienne, tu l'as trouvée dans ces intersections. Et bah Flavie, je pense que tu as eu une forte intuition ici parce qu'effectivement, le défi que j'allais proposer pour cet épisode, c'est de faire le fameux exercice de l'ikigai. Alors, c'est une matrice qui est très connue, c'est une matrice où on va croiser ce que je peux apporter au monde, ce qui moi me passionne. Et l'intersection, en réalité, c'est là où on peut vraiment se différencier. Si ça ne vous parle pas, et que vous n'êtes pas fan de cette matrice Ikigai, alors simplement croisez vos talents, vos forces, vos axes d'amélioration, vos peurs, et vous allez partir en introspection et ça doit émaner de vous. Parce que en réalité, quand on cherche ce modèle de croissance, il faut être super aligné parce qu'il y a tellement de challenges par rapport au marché qu'il faut être vraiment carré dans ses bottes et convaincu de ce que l'on est en train de faire. Hyper intéressant. Et du coup, grâce à ça, tu as trouvé ton nouveau marché. Si tu devais me résumer un peu les intersections que tu as trouvées, ce serait quoi ? Je sais qu'aujourd'hui, ma force, c'est le collectif. Je sais qu'aujourd'hui, ma peur, c'est de subir le marché et ses prix.
Je sais que mon point de différence, c'est ma modernité, c'est mon côté solopreneur un peu innovation. Et donc, en fait, en croisant le côté innovant avec le collectif et avec je sors de la guerre des prix, c'est là où j'ai pu me dire, bah tiens, faut construire une méthode signature. Allez, on va en parler justement dans l'épisode 2, parce que là, tu vas nous parler d'un point critique. C'est comment on fait pour la trouver, cette fameuse méthode signature? Parce que là, on est au stade de, OK, on a l'intuition que c'est bon pour nos prix, mais bon, de là à trouver la méthode et à la pondre et à la dessiner, il y a un pas, et c'est le pas qu'on va franchir avec toi dans l'épisode 2. C'est parti. Alors Sarah, tu vas nous raconter comment tu as trouvé ta méthode signature, parce que quand j'accompagne les solopreneurs dans le bootcamp, je fais ce travail avec eux de faire accoucher de cette méthode, et souvent ils me disent « Mais Flavie, je n'ai pas de méthode signature ». Et je leur dis « Évidemment que tu as une méthode parce que tu accompagnes tes clients depuis 5 ans, ou quand tu fais 150 000 € de chiffre d'affaires avec des gens, forcément tu as une méthode, mais ils la voient pas, cette méthode ». Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller d'adopter comme démarche pour faire émerger cette méthode ? Alors c'est vrai que au bout d'un moment, en fait, quand on devient expert dans son domaine, on a beaucoup de compétences qui deviennent inconscientes. Donc on ne réalise pas forcément ce dont on est capable, ce que l'on est en train de faire, et on fait les choses de manière intuitive, ce qui est une bonne chose parce qu'en réalité, on va pas réfléchir à chaque fois à sa manière de fonctionner ou au process en fait de délivrer une prestation. Donc ce qui pourrait être très intéressant ici, c'est de prendre un cas client classique et vraiment de dessiner son process avec des rectangles. Donc je commence étape 1, étape 2, étape 3 et de décortiquer sa manière de faire. Dans 100% des cas, quand on est freelance, on l'a déjà fait au moins une fois. Il a suffi d'une seule fois pour déjà en fait avoir sa méthode. Ce qui peut, par contre, là où je comprends les freelances qui sur ton bootcamp ont du mal à réaliser cela, c'est que en fait on a souvent ce sentiment d'imposture, de se dire mais qui suis-je pour aller dire qu'en fait je vais fonder une méthode, alors qu'en réalité c'est aussi simple. À partir du moment où on délivre une prestation, on est déjà sur une méthode. Une méthode, c'est quoi? C'est un enchaînement de process. C'est aussi basique que ça. Après, évidemment, on peut packager le truc en disant elle s'appelle rythmique pour donner un petit un petit vernis marketing. Ça, on va en parler parce que c'est important, c'est l'habillage et tout ça, parce que aussi un point important, ce que je vois souvent chez les freelances, c'est une méthode mais trop classique. Genre, je fais d'abord un audit, ensuite je donne du conseil et après il y a des améliorations. Oui, bah d'accord, Captain Obvious, mais ça c'est trop. Là pour le coup, c'est trop générique. Donc faut quand même trouver sa patte un petit peu, ce qu'on fait un peu différemment des autres. Toi, quand t'as créé ta méthode, parce que en fait, tu me disais en off en préparant. C'est un truc de fou ta méthode, parce que quand même au départ t'avais cette peur de dire ok respiration rythmique, bon je vais apprendre aux gens à respirer, les mecs vont me rigoler à la figure en disant mais attends, j'ai pas besoin de toi Sarah pour apprendre à respirer. Donc c'est vraiment je trouve magnifique comme terrain de jeu, parce qu'on pourrait se dire ok, la respiration, qu'est-ce qu'il y a à savoir en méthode? Et en fait t'as repéré plein de points. Est-ce que tu peux nous donner des points saillants de ta méthode, qu'on comprenne ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Je vais d'abord répondre à ta question en parlant de mon exemple, et ensuite je vais dézoomer en proposant justement ce que les auditeurs de ce podcast peuvent faire. En réalité, faut pas tomber dans le diagnostic, analyse, recommandation, parce que c'est tellement basique. Les cabinets de conseil le font déjà, tout le monde le fait déjà. C'est en fait banalisé. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est très conscient. Donc en réalité, on peut aussi, il y a un moyen, et c'est le chemin que j'ai adopté, prendre le problème à l'envers et partir par itération. C'est-à-dire que moi, je me suis pointée sur une story Instagram en mars 2022 et j'ai dit « Hey les gars, ça vous dit de faire un cours, ce sera un cours gratuit, c'est Made by Sarah, et puis on va s'amuser ensemble. » Et j'ai eu 20 inscriptions. Donc les gens sont venus, ils savaient pas à quoi s'attendre. Et c'est là où je suis sortie des sentiers battus et je me suis autorisée à tester. Les gens n'avaient aucune attente, je n'avais placé aucune attente, et en fait c'est un peu le piège et en même temps le côté sympa en fait de la gratuité. Et ces 20 personnes, je les ai toutes contactées pour obtenir des avis, pour avoir leurs sentiments, leurs remarques. 80% on va dire ont aimé l'expérience et ont voulu recommencer. Donc j'en ai organisé un deuxième juste après et je l'ai rendu payant. Donc en fait la gratuité n'a pas duré très longtemps, mais elle m'a permis de tester. Et donc à partir de ce moment-là, toutes les semaines, j'ai commencé à organiser des cours. Et pendant ces cours-là, je me suis autorisée la liberté d'accompagner les personnes à travers leur respiration, en m'inspirant, parce que je suis aussi formée à la sophrologie, je suis formée au breathwork, qui est une technique de respiration intensive.
en m'inspirant de ces outils-là que j'avais déjà, en imbriquant un côté musical moderne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, respirer sur de la musique électronique avec Sarah, c'est complètement admis. Les gens viennent et ne sont plus surpris. Tu viens de me réconcilier avec la respiration, parce que moi, je me faisais toute une image un peu méditative, un peu chiant, mais si tu me parles de musique électronique, je viens. Oui. Et si tu veux, en fait, c'est l'itération. Avec des tests de musique, de playlist qui a rendu l'expérience de la respiration exactement comme une expérience de danse chorégraphiée. Et c'est le produit qui a émané de ce test, en fait, à taille réelle. Alors, j'adore ce que tu dis, parce qu'aussi, je pense que si les gens sont dans la paralysie, souvent on appelle ça paralysis analysis, c'est... en fait, c'est parce qu'ils ne font pas, ils ne créent pas. Et je trouve que toi, t'as mis tout de suite ton truc en public, tu l'as créé cours après cours, et c'est pas dans son canapé qu'on a son idée de méthode signature. Moi, je me rappelle très bien le passage à l'action, c'est que j'avais reçu un message de quelqu'un sur LinkedIn, je me rappelle plus qui, mais merci beaucoup, il y a genre 1 an et demi, qui me dit Flavie, j'aimerais bien suivre tes formations. Je n'avais pas de formation. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, il y a une méthode intéressante. Quelqu'un a vu ce qui était intéressant, mais moi, je savais pas ce que c'était ma méthode. Et là, j'ai écrit dans Notion et j'ai commencé à faire une nuit blanche où j'ai essayé d'écrire en fait quelle était ma méthode, même si je la connaissais pas. Et c'est ça l'ancêtre des 4 piliers de la scalabilité qui me sert aujourd'hui à tout construire, tu vois, l'incubateur solopreneur et tout. Et voilà, c'est venu aussi de quelqu'un. Et après, pareil, je l'ai testé. J'ai fait genre un produit, ensuite un deuxième, un troisième. Et je me suis appuyée sur le retour des gens aussi pour savoir ce qui était le plus marquant. Et puis le deuxième truc que je retiens, c'est peut-être aussi l'inspiration. Parce qu'on n'a rien sans rien. Enfin, tu vois, on crée pas une idée complètement neuve. Et toi, t'as pris des trucs de la danse, d'autres méthodes sur lesquelles t'avais été formé. Donc ça, je pense qu'aussi, on peut prendre beaucoup des méthodologies auxquelles on a été formé en tant que freelance. En fait, quand on touche du doigt le bon truc, c'est presque viscéral. On se dit, c'est exactement ça, ça se ressent. Donc, ce n'est plus un exercice mental. Et d'où l'importance du passage à l'action. Et c'est pour ça que le process dont je te parlais, si on dézoome un peu, c'est effectivement une phase donc d'idéation. Là, on va récupérer tous ces choix d'outils et puis on va les mettre à disposition du marché. Une phase de test à grande échelle qui nécessite donc de la création de contenu, donc de commencer à se faire connaître, même si on n'a que 50 abonnés, c'est déjà suffisant pour proposer quelque chose. L'itération, très importante pour continuer à s'améliorer. La théorisation pour ensuite se rendre compte de ce qu'on est en train de faire et commencer à poser des mots. Et c'est exactement le process que toi, tu décris. Et puis ensuite, effectivement, on toujours continuer à se réajuster. On a l'impression que la vision est très importante, mais je pense qu'en tant que solopreneur, quand on commence à fonder sa méthode, l'outil le encore plus important, c'est l'audition. Il faut vraiment être à l'écoute des personnes qui sont soit clientes, soit pas encore, parce que souvent, ils ont des réponses aux questions qu'on se pose même pas. T'as raison, parce qu'en plus, la vision, on l'a pas forcément toujours en se lançant. On sait qu'on veut faire une méthode signature, mais on sait pas trop sur quoi elle va porter. Hyper intéressant. Quel défi tu nous lances pour qu'on arrive justement à, tel un sculpteur qui arrive à faire émerger d'un bloc d'argile un peu sa méthode signature, qu'on arrive à la sortir de terre? Bah écoute, là, clairement, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Le défi, c'est de pouvoir poser à l'écrit exactement comme ce que tu as fait sur ton Notion, notre process de notre prestation du point A jusqu'au point B avec toutes les zones où en réalité on a la possibilité de se différencier et de la tester le plus rapidement possible par rapport à son marché. Et si écrire, c'est finalement un outil qui permet de clarifier sa méthode. Écrivez sans se prendre la tête, partir de l'existant. Pas besoin de se projeter dans des visions, pas besoin de se projeter dans des choses compliquées. Partir de ce sentiment, en fait, très viscéral de se dire, c'est ça que j'apporte à mon marché. Je le fais de cette manière-là. Je me différencie avec ces éléments-là à telle étape, et telle étape, et telle étape, et ensuite va faire tester par son audience ce que l'on est en train de proposer. Et tu sais que je viens de me rappeler d'un autre truc. En fait, non, avant l'écrit, il y a eu autre chose. J'ai été interviewée dans Silicon Carnet, là, un podcast que j'adore, et pour parler d'hyper freelancing. Et c'est en préparant cet épisode que je me suis dit, comme on fait tout le temps quand on passe dans un podcast, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire sur le sujet,
que j'ai matérialisé un peu mes 4 points, quoi. Et en fait, c'était ça l'ancêtre. Et c'est ça que j'ai un peu commencé à écrire, mais ça m'a pris 20 minutes et après, je l'ai développé. Bon, bref, vous pouvez passer par l'oral aussi, comme quoi il n'y a pas que écrire. Et dessiner, je trouve ça très chouette aussi, parce que ça permet de voir émerger des choses. Bon, bah écoute, super bien. Faut qu'on avance, parce que maintenant qu'on a la méthode qui commence à se dessiner, on va voir comment la marketer, comment la diffuser et comment la rendre propriétaire. Et à ce stade, on a plein de choses à dire aussi, parce que votre méthode, si personne la connaît, ça va pas du tout faire l'effet d'autorité dont vous avez besoin pour augmenter vos prix. Et là, Sarah, t'as fait un truc incroyable. T'as écrit un livre autour de ton concept et on va en parler dans l'épisode 3. Alors, Sarah, là, ça me passionne ce sujet à plusieurs titres. Déjà, on a travaillé pas mal dans le board sur l'écriture de livres aussi, qui est un média pour apporter de l'autorité aux solopreneurs que je trouve très intéressant, un média à long terme, etc., qui demande quand même pas mal de travail. Toi, donc, tu vas nous raconter un petit peu, tu as choisi ce modèle-là, comment c'est venu, à quel moment tu l'as fait, combien de temps ça t'a pris. Enfin voilà, on veut tout savoir, Sarah. Là, on est vraiment sur l'épisode, on va dire, coulisses et des informations qui sont rares. Donc en fait, je suis vraiment ravie de les partager aujourd'hui parce que il faut se rendre compte que quand j'ai commencé à donner des cours en ligne, ma première crainte a été de me dire est-ce que je vais être copiée? Est-ce que je suis en train d'innover? Est-ce que ça existe déjà? Et toutes ces questions-là, je sais qu'elles sont universelles. Tous les freelances vont se les poser. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que quand on est freelance, en fait, on dépose pas un brevet. C'est pas une innovation tech, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui font de l'innovation, c'est des PhD, c'est des gars qui ont 10 ans d'études et qui vont faire des travaux sur des choses extrêmement ciblées. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre dépôt de brevet, protection scientifique, etc. Donc la chose qui nous protège finalement, c'est la propriété intellectuelle. Mais la propriété intellectuelle, elle est très floue. Il n'y a pas de réglementation qui vient tout de suite nous protéger. Donc, évidemment, il y a les enveloppes solo. On peut s'envoyer un recommandé avec sa propre méthodologie, juste pour acter qu'à telle date, on a travaillé là-dessus, etc. Mais je pense que ce qui est plus efficace ici, c'est de se détacher de cette peur et de noyer son marché. Parce que le principe de la diffusion d'une méthode, c'est d'être reconnu par son audience. Rien d'autre. C'est hyper génial ce que tu me racontes. Alors déjà, big up, je sais pas s'il nous écoute, mais un pote, Xavier, avocat sur la propriété intellectuelle, qui m'avait dit il y a longtemps, une idée, Flavie, ça ne se protège pas, parce que tout le monde a le droit d'avoir cette idée. Ce qui se protège, c'est l'exécution. Donc, passer rapidement dans l'action, réécouter l'épisode 2 pour, voilà. Et après, noyer son marché, j'adore. Tu vas nous raconter comment t'as fait. Moi, je me rappelle quand j'ai eu l'idée de l'incubateur solopreneur, je me suis dit, ça y est, c'est ça. C'est le bon nom, c'est le bon concept et tout. C'était en août, j'étais en train de surfer. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite posté sur LinkedIn 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. Et je me suis dit, on pourra toujours un peu me piquer, mais bon, il y aura quand même toujours quelqu'un qui va voir que c'est moi qui ai eu un peu la propriété du truc en premier, quoi. Oui. L'air marin, ça inspire beaucoup. C'est important de se dégager du temps pour vraiment se laisser inspirer, parce que c'est notre créativité qui vient nous différencier ici. Et effectivement, en fait, c'est... La propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est complexe, qui est flou, et tant qu'on est dans la zone de peur, en fait, on est dans de l'ego. Et tant qu'on est dans de l'ego, on ne teste pas, on n'itère pas, on s'autorise pas à échouer. Parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce que je fais. Il y a des personnes qui se disent, mais sacrilège, méditation sur de la musique électronique, mais ça va pas la tête ou quoi? Donc en fait, oui, il faut pouvoir créer aussi de la résistance ou finalement un marché qui vous déteste. Et le marché qui vous déteste, en fait, c'est finalement un bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous créer un marché qui vous adore. Donc la diffusion nécessite, je pense, un côté où vous vous détachez de la peur et s'autoriser à devenir pleinement créatif et pleinement libre de ce qu'on raconte. L'autre, je pense, ingrédient qui est nécessaire, c'est la régularité. Il est aujourd'hui dans 100% des cas prouvé qu'on ne parle pas assez de ses offres et de ce que l'on fait. Et encore moi, aujourd'hui, des fois, je me dis, mais oulala, ça fait quand même 2 semaines, je communique tous les jours sur LinkedIn et sur Instagram, les gens ne savent toujours pas ce que je fais. Donc en fait, il faut répéter constamment, se montrer sur le terrain, montrer ce que l'on est en train de faire. Il y a une expression que j'adore, c'est un créateur de contenu aussi sur LinkedIn qui me l'a dit, il m'a dit, mais Sarah, t'as fait une opération Inception sur la respiration. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est un peu ça aujourd'hui. À force de dire bonjour, je m'appelle Sarah avec 2 R et moi je suis spécialiste de la respiration. On dirait que respirer, c'est un truc, il y a plein d'air. Ce genre de blague un peu bête, finalement ça imprime dans la tête des gens qu'effectivement il y a une fille qui parle de respiration.
Mais tu sais, pour te permettre de respirer justement, il paraît que jusqu'à ce que t'aies ton mot fétiche, ton mot-clé rattaché à ton nom, en fait, c'est pas assez clair pour les gens ce que tu fais. Et moi, avant, je le voyais bien parce que je parlais un peu de Web3, un peu de freelancing, un peu de dirigeant, un peu de vente. C'était fouillis. Et maintenant, voilà, soloprenariat à fond, le board, c'est beaucoup plus clair. Ou là, avec mon deuxième concept, salarié diversifié, c'est un concept fort aussi. Mais j'arrête pas de le répéter. Plus je le répète, plus ça prend, plus les gens disent ah mais oui, mais c'est incroyable et tout. Donc vraiment, je pense que tu as raison. Il faut pas chercher midi à 14h. À mon avis, il faut vraiment accoler ton nom signature à ta méthode, à ton nom. Et tu m'as posé une question, tu m'as dit combien de temps ça t'a pris. Je pense que j'ai perdu 1 an à vouloir chercher l'originalité, à vouloir chercher le truc différenciant, alors que en fait, si j'avais tout de suite, si je m'étais détachée de ce côté où j'ai envie de trop bien faire, et si j'avais récupéré juste un concept, et ben je pense que j'aurais gagné du temps, parce qu'au bout d'un moment, faut pouvoir placer aussi les gens dans des cases, qu'on le veuille ou pas. Ouais, mais aide. Respiration rythmique, le temps que tu trouves ce nom, qui est un très bon nom, hein, d'ailleurs, et Hormozy en parlait dans l'offre à 100 millions. Les gens ont parlé d'autres choses, mais moi ça m'a énormément marqué, l'importance du naming, et je pense que c'est important. Moi, en tout cas, dans l'incubateur solopreneur, le naming fait beaucoup. Oui. Le côté allitération, le même nombre de syllabes et tout, on dirait pas, mais ça marque les esprits plus facilement. Oui. Ça, tu l'avais trouvé tout de suite ? Alors, en fait, la respiration rythmique, c'est comme la gymnastique rythmique, c'est un nom commun. C'est comme la natation synchronisée, si tu veux. Donc moi, je surfe là-dessus, mais la vraie méthode que j'ai déposée, c'est Rhythmic Breath. Donc je l'ai déposée en anglais. Elle est à l'INPI, elle est protégée, mais je surfe sur un nom commun. C'est comme les... aujourd'hui, en fait, gymnastique rythmique, c'est une discipline. Donc moi, j'ai envie, en fait, d'être reconnue sur ma discipline. Et je me suis dit, je vais quand même déposer une marque. Mais si ça se trouve, en fait, la marque, je vais jamais en parler. Mais c'est juste que je serai référence sur ma discipline. Donc, si tu veux, respiration rythmique, c'est pas moi qui ai créé ce mot, mais c'est moi qui suis reconnue sur cette catégorie de méthodes et de pratiques. Donc, c'est la stratégie que j'ai choisie intuitivement. On va voir si elle se vérifie sur les prochaines années, tu vois. C'est exactement, en fait, je me suis beaucoup inspirée des artistes. Aujourd'hui, quand je te dis artiste pop, tu vas peut-être me dire Taylor Swift. Quand je te dis je sais pas artiste électronique, tu vas peut-être me dire la techno, Tiesto, etc. Enfin, il y a comme ça des artistes qui sont reconnus sur des catégories qui n'ont pas forcément créé, mais ils ont été leaders sur le marché. Ok, super intéressant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises je vais en faire un livre ? Parce que entre parler sur les réseaux sociaux, prendre la parole, bon ça on a compris que c'est dans l'arsenal un peu classique du solopreneur, mais un livre c'est quand même beaucoup de travail. Et est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'a apporté de plus finalement que de prompter que de t'approprier l'espace médiatique sur les réseaux sociaux ? 2 choses. La première, c'est qu'un livre est protégé par le droit d'auteur. Et c'est là où tu recoupes en fait le croisement et tu dis ok. En fait, moi le 21 mars 2024, j'aurais sorti un livre sur la respiration rythmique, il va me suivre toute ma vie. Quoi que je fasse. Que je sorte une marque, un nom, que je commence à fabriquer, je sais pas, des huiles essentielles, peu importe, ce livre aura existé, il aura une date, il est protégé donc par les droits d'auteur. Donc ça, c'est la première motivation. Deuxième motivation, c'est la crédibilité. Je suis sur un marché où, tu l'as dit tout à l'heure, très concurrentiel. Je suis sur un marché où n'importe qui peut se proclamer coach en respiration, puis t'imagines bien qu'il n'y a pas forcément de certification. Je suis sur un marché non réglementé. Je suis sur un marché où tu peux faire une formation en ligne et demain tu commences à proposer toi aussi tes cours. Et donc je me suis dit mince, ça me dérange. Ça me dérange dans le sens où j'ai quand même fait l'effort de faire cette formation pour arriver jusqu'ici. Et ça, je sais que c'est une crainte auprès de tous les coachs, auprès de tous les solopreneurs qui se disent mais en fait moi j'ai fait des études, mais moi j'ai cherché, je me suis cassé la tête. Donc moi ça m'énerve quand je vois des gars faire de la pub sur YouTube pour m'apprendre la vie. Et et en fait, c'est une réalité aujourd'hui du marché. Les personnes qui sont expertes ne sont pas forcément les personnes qui sont le plus efficaces sur leur marketing. Alors, ça c'est intéressant, ça s'appelle les barrières à l'entrée. Et moi, j'ai tout de suite compris ça. Faut mettre des barrières à l'entrée si votre marché il est trop ouvert. Typiquement, les coachs en freelancing, c'est pareil. Hein, je veux dire, moi à la base, je me destinais pas du tout à faire ça. Et il y en a, tout le monde peut s'improviser. Mais qui aura fait 600 épisodes de podcast sur le sujet du freelancing et du soloprenariat ? Ça, c'est une bonne barrière à l'entrée, le média. Et alors toi, avec ton livre, super aussi. Et je pense, peut-être pour le côté entreprise aussi, doublement nécessaire parce que peut-être qu'ils vont pas regarder des TikTok, mais que si tu envoies un bouquin à un DRH, ça sera peut-être un peu plus marquant. Et ça justifie le prix. Donc on reboucle avec l'épisode 1 de ce podcast.
Parce que finalement, quand tu invites entrepreneurs, auteurs à une conférence, et ben t'as pas exactement la même valorisation que quand tu invites quelqu'un, voilà, qui démarre sur une prestation classique et pas différenciée sur le marché. Ok, bon, mais hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire alors sur cette partie, du coup, faire connaître sa méthode? Est-ce que tu as un défi à nous lancer avant qu'on aborde la suite de ta méthodologie? Totalement, Flavie. Et encore une fois, tu l'as suggéré et c'est ce que j'allais inviter à faire. Tu as dit, il faut pouvoir avoir le courage de créer 600 épisodes de podcast. Moi, j'ai envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à définir une action prioritaire qu'ils seront capables de recommencer assez souvent pendant un certain nombre d'années. Et une action secondaire, et ça c'est important, une action secondaire qu'ils pourront faire en soutien ou vraiment un peu comme une soupape pour respirer. C'est-à-dire qu'une action prioritaire, ça peut être poster minimum 3 à 4 fois par semaine sur LinkedIn. On est vraiment sur le comment, hein, on n'est pas du tout sur des ambitions, on est vraiment sur l'exécution. Et l'action secondaire, c'est de se dire, par exemple, j'ai envie aussi d'avoir un autre canal, Instagram, TikTok, juste pour me laisser vivre ma créativité. Parce que je me rends compte qu'avoir 2 espaces, ça aide à rester focus en fait sur l'action prioritaire et ne rien lâcher. Je n'ai plus la source de cette expression, mais je l'adore et je la porte dans mon cœur à chaque fois que je me démotive, donc je vais la partager ici. On dit qu'il faut pas chercher à faire des choses extraordinaires, mais chercher à faire des choses ordinaires pendant un temps extraordinaire. Et ça, c'est vrai pour les solopreneurs parce que en fait, la pyramide, elle commence à plus on va vers le haut, moins il y a de gens. Et donc en fait, l'objectif, c'est juste de continuer à monter les marches. C'est ça, tranquillou bilou. Continuez à faire votre petite action chaque jour et ça vous amènera très très loin. Moi, parfois, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, mais c'est pas moi qui ai fait tout ça. Ben si, j'ai juste fait un petit truc tous les jours et notamment grâce au board. Trop bien, Sarah, je te remercie. Et puis, quand on a façonné sa méthode, qu'on l'a fait découvrir, il y a un point crucial, c'est qu'elle marche. Il faut montrer qu'elle fonctionne. Et donc, dans l'avant-dernier épisode, on va parler avec toi de comment récupérer la fameuse preuve sociale sur sa nouvelle méthode signature pour un peu la valider, la tamponner et faire en sorte qu'elle vienne augmenter vos prix et votre désirabilité sur votre marché. C'est parti! Alors, la méthode signature, tu l'as créée, tu as fait tous les efforts pour la marketer, la diffuser. Comment tu sais qu'elle marche et comment tu fais en sorte que les gens aussi sachent qu'elle fonctionne? Parce que t'es d'accord que ce qui fait la force d'une méthode, c'est pas que d'inventer un acronyme, ABCDE ou bidule truc, ou les 4 piliers. C'est que derrière, faut montrer que ça fonctionne sur des vrais gens dans la vraie vie. Oui. Encore une fois, quand t'es artiste, tu débarques dans une salle, et t'as envie d'avoir des gens qui écoutent ta musique. Donc au bout du 500e concert, s'il y a toujours personne, faut se poser des questions. Et c'est pour ça que le réajustement, il est important ici. En fait, notre réussite, elle émane de notre marché. Et qu'on le veuille ou pas, on peut avoir la meilleure idée du siècle, la meilleure méthode, s'il y a personne pour l'acheter, on n'a rien. Et donc, la preuve sociale, elle est essentielle. Commencez à la récupérer par contre le plus tôt possible. Ne pas attendre d'être parfait pour commencer à avoir des témoignages. Parce que même si on a un 4 sur 5, même si on a un 3 sur 5, c'est quand même un feedback. Et c'est quand même important d'avoir en fait ce réflexe de quotidiennement se montrer, certes, proposer sa méthode, oui, mais aussi en fin de prestation, toujours être proche de son audience. Donc, récupérer des témoignages, verbatim client. Donc moi, aujourd'hui, si tu vas par exemple sur Google My Business, en fait, j'approche les 100 avis sur Google, alors même que j'ai pas de cabinet. Donc, si tu veux, il y a... Voilà. Mais c'est super parce intéressant, que... Ouais. Alors là, je partage aussi pareil parce que j'avais oublié de faire ça. J'avais reçu Émilie Oudou, preuve sociale, rentabilité maximale, un super épisode du board, je vous conseille si vous cherchez à faire ça. Et je me suis dit, merde, faut que j'ouvre un truc Google My Business et un truc Trustpilot. Et là, j'en suis à 48 avis, je crois, sur Trustpilot. Donc, je suis contente. Et 4,8 sur 5. Et donc, pareil, ça légitime aussi tout mon travail, tout mon effort. Donc, ça m'a pas pris longtemps. Ça m'a pris 3-4 mois. Donc voilà, c'est pour dire aussi que c'est pas non plus impossible à faire. Et après, deuxième astuce, moi j'ai beaucoup utilisé à chaque fois le principe de bêta-test, et tu l'as un peu fait, je pense, avec ta première séance à 20 personnes gratuites. La condition, c'est genre, vous me laissez un avis en fait, avec des choses que je peux améliorer en privé, et puis des choses que je peux partager publiquement pour montrer que ma méthode, quelqu'un l'a déjà testée. Oui. En fait,
Je dirais même que les gens le font spontanément parce que c'est devenu une pratique du marché. Donc aujourd'hui, quand on va dans un restaurant et qu'on a vraiment aimé le service, qu'on a vraiment, on a envie de mettre les 5 étoiles. Quand on a détesté, vraiment, on a envie de mettre une étoile. Donc c'est une pratique du marché. Le frein ici, je dirais, c'est d'avoir peur de demander. Quand ça vient tout seul, c'est super agréable parce qu'on se dit super, les gens repartagent en story, ils sont contents d'être là, ils viennent de vivre un moment. En plus, les témoignages à chaud sont beaucoup plus percutants, beaucoup plus impactants parce qu'on est dans l'énergie du moment. Donc t'imagines, une personne sort de session, elle vient de vivre le truc, elle se sent bien, relâchée, en pleine forme, les idées claires, ça se ressent dans son témoignage. Donc comment capturer cette image de avant-après? C'est effectivement pouvoir avoir aussi des processus d'automatisation. Par exemple, envoyer un mail de remerciement. Je sais que j'ai mis ça assez rapidement. Donc, après la session, les participants reçoivent un mail avec merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Petit souvenir cadeau. Voici la playlist de la session. Donc, j'offre la playlist de la session pour que les personnes continuent à avoir la musique et puis l'écouter et puis l'emporter avec eux sur leur trajet, sur leur chemin. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui continuent à bosser sur mes playlists, tu vois. Donc, en plus, tu imprimes les playlists de Sarah, c'est cool pour faire du deep work. Donc, je trouve que c'est une action qui peut être pertinente et réplicable à plein d'autres secteurs. Et si vous souhaitez encourager l'expérience, laissez un petit avis ici. Et voilà, il y a des personnes qui le font spontanément et d'autres personnes, il suffit juste de le placer sous leurs yeux et les gens sont souvent ravis de partager. Super bien. En plus, c'est émotionnel, là, le coup de la playlist, j'adore. Et puis, si vous êtes freelance, solopreneur, vous pouvez transformer en disant, mon mémo, ma méthode résumée, mon e-book, machin, ma vidéo résumée de ma méthode. Enfin, voilà, il y a plein de façons de remplacer ça. Je trouve ça top. Et j'ai vu que Calendly, par exemple, un truc aussi simple que ça, permet de personnaliser ses workflows pour dire, après un rendez-vous avec moi, t'envoies tel mail, dans le mail, tu dis ça. Je dis ça, je l'ai pas fait, mais bon, je pense qu'en tout cas, ça peut être cool de le processer en no-code comme tu l'as fait pour gagner du temps. Hyper bien. C'est la preuve sociale, c'est vraiment je dirais, ce qui va aider justement à l'augmentation des prix. C'est ce qui va aider à la crédibilité, c'est ce qui va encourager aussi le bouche à oreille. Quelqu'un qui laisse un avis à verbaliser ce qu'il avait vécu. Donc c'est ce qu'il va aller répéter à ses potes, à sa famille, disant tiens. Et en fait, on fabrique artificiellement le message que les gens aimeraient garder de notre prestation. Et c'est très vertueux, je trouve. Et en plus, quand on est solopreneur, on sait très bien que ça aide l'autre. Donc, nous, on le fait pour les autres le font pour nous. Aujourd'hui, des fois, je reçois des recommandations sur LinkedIn parce que je sais que les créateurs de contenu sur LinkedIn adorent recevoir des recommandations sur LinkedIn. Donc, moi, quand j'achète une prestation, j'en laisse une spontanément. Et quand les prestations sont achetées aussi chez moi, pareil, les gens laissent des recommandations, tu vois. Et donc, faut vraiment pas avoir peur de ça et le processiser effectivement comme tu le disais quand c'est possible. Et alors tu nous disais en exercice qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement récupérer cette preuve sociale ou en tout cas la publier, parce que la récupérer c'est une chose mais après il faut en faire quelque chose. Oui. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de scroller sur des photos avant-après, de perte de poids, de soins du visage, de coupe de cheveux. Évidemment, je ne suis pas un ermite et tu vois les pubs qui nous bombardent avec ça, c'est vrai que c'est très très intriguant, on va dire. Ouais. Et c'est psychologique. Et je pense que c'est un hack marketing qui est clairement sous-estimé. Faut pouvoir montrer des avant-après. Et donc, établir des cas clients. Donc, les personnes qui sont, par exemple, qui ont été très fidèles à une prestation, on peut vraiment les interviewer pendant une demi-heure ou bien leur faire un tally, un questionnaire avec des questions très détaillées, très ciblées. Et puis, souvent, ils sont ravis de le faire parce qu'ils savent que ils contribuent à l'aventure. Donc, c'est le avant-après. En matière de respiration, c'est un peu plus compliqué parce qu'on parle de sensations, on parle de sentiments, de vécu, de transformation, on va dire invisible. Par exemple, j'ai mieux dormi, ça se verra pas forcément, tu vois. Mais pour un freelance, par exemple, c'est j'ai accompagné mon client à gagner 2 heures par semaine, quelque chose de tangible qui puisse aider à l'identification. Et ce sont des cas très précis parce qu'ils peuvent effectivement être relayés sur les réseaux sociaux, on peut en parler sur LinkedIn. C'est une occasion de faire de la pub et pour le client s'il a un profil public et en même temps de parler de sa transformation. Évidemment, voilà, faut mettre une petite phrase pour voir si la personne est d'accord. Et puis voilà, je pense que ça fait partie aujourd'hui du comportement d'achat que de se dire qu'est-ce que j'ai à gagner si je travaille avec cette personne et donc voir des avant-après
vient sécuriser et vient réduire le nombre d'objections que la personne va avoir au moment de l'achat. Eh ben, écoute, je l'ai fait il y a pas longtemps, là, à la clôture de mon précédent bootcamp. J'ai fait un résumé des 12, parce que tu sais, j'accompagne 12 solopreneurs, donc c'est un peu comme mon petit portfolio de clients et je fais en sorte qu'ils trouvent un produit scalable à la fin. Et du coup, j'ai tous fait, Bidule a fait ça pendant 3 mois, Bidule a fait ça, a accompli ça, et donc j'ai fait la liste des 12 accomplissements. Et je pensais que ce serait un post un peu pub que les gens allaient moyennement liker. En fait, il y a eu énormément de partages, de likes, de machin, donc comme quoi ça a marqué les gens. Et juste, je partage un petit hack aussi. Moi, j'avais fait bosser une freelance donc sur ça parce que je voulais aussi avoir le truc en sincérité et pas qu'ils me disent Flavie, c'était génial et tout. Non, je voulais vraiment qu'elle enquête un peu comme une journaliste en mode comment tu te sentais avant, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé pour le bootcamp? Au fait, qu'est-ce qui s'est passé après? Quels ont été les moments difficiles? Et en fait, grâce à ça, j'ai recueilli des super feedbacks que j'ai mis en carrousel et on suit le parcours comme ça de je sens que je vais me décider à allez, je me lance, purée, ça c'est difficile et jusqu'à la fin un peu l'apothéose bouquet final de la transformation. Donc voilà, un petit tips où en gros ça coûte pas super cher, mais ça vous délègue ce temps d'interview qui peut être parfois difficile à caler aussi dans un quotidien de solopreneur. Voilà. Et juste un dernier truc pour finir cet épisode avant qu'on passe au dernier, Sarah. Tu me disais aussi que pour ta preuve sociale, tu avais fait quelque chose que peu de gens font. Tu avais fait des partenariats et ça, je pense que c'est super malin. Est-ce que tu peux juste nous wrap up l'épisode là-dessus, qu'on termine sur cette idée de partenariat B2B? Eh ben écoute, moi le marché B2B c'est vraiment une priorité pour moi. Donc le marché des particuliers c'est mon marché passion, mon marché B2B c'est mon marché sur exécution. Et les partenariats me permettent de créer des relais. Quand je noue un partenariat avec une salle de sport, avec une entreprise, avec des entreprises de sport, avec des sponsors en fait, qui viennent appuyer ce que fait Sarah sur le terrain, et ben ça augmente ma crédibilité. Et aujourd'hui, j'ai des partenariats avec 3 salles de sport sur Paris. J'ai des partenariats avec une grosse boîte pour les vêtements que je porte pendant mes cours. Donc, en fait, aujourd'hui, les gens disent, mais Sarah, elle est égérie Nike. Pas du tout. Je suis pas égérie, j'ai jamais été mannequin, j'ai jamais posé pour n'importe quel magazine. Et en fait, si, parce que il m'habille pendant 3 ans. Et donc, le fait d'avoir une grosse boîte qui vient soutenir ton initiative, génial. En plus, s'il te plaît, sur la respiration, donc ça veut dire qu'en fait, la respiration, Nike encourage la respiration. Mais c'est quoi ce délire? Ok, performance, running, c'est bientôt Roland Garros, quoi. Pour moi, c'est genre t'es sponsor comme un tennisman ou une tenniswoman, quoi. C'est trop la classe. C'est la classe. Je dis pas non, c'est la classe. Mais tu vois, c'est des contrats qui peuvent mettre des mois et des années à être signés. Souvent aussi, c'est des programmes au sein des entreprises. Donc là, pour Nike, en fait, c'était un programme au sein de l'entreprise. Donc il y avait l'initiative, ils étaient en train de repérer des talents. Et c'est pour ça que se montrer en train de faire son métier, c'est super important parce que c'est là où tu es repéré par les marques. Il y a plein d'artistes aujourd'hui, je pense à une artiste par exemple Aquarelle qui s'est faite remarquer par Joe Malone pour des collabs. Il y a plein d'artistes qui montrent en fait le résultat de leur exécution et qui sont identifiés par des grosses boîtes qui sont à la recherche de talents. Et en tant que solopreneur, il faut pas s'en priver parce que on peut être aussi freelance, pouvoir faire, je sais pas moi, des super dashboards et être repéré par une entreprise qui propose un logiciel de dashboard et pareil, devenir partenaire. Et ça multiplie par 1000 le niveau de crédibilité. Hyper bien, mais je suis un gros big up à tous mes partenaires du board parce qu'à chaque fois que je fais des partenariats avec ces marques qui font des produits de qualité pour les freelances, non seulement on fait du meilleur contenu parce qu'on allie nos 2 cerveaux, en plus c'est utile aux freelances et moi ça m'augmente ma street cred parce que là je fais des émissions avec Super Indep, avec Number, etc. Ils ont aussi des grosses audiences freelance, donc en fait c'est tout gagnant pour nous deux. Vous n'avez pas de maillot physique comme le PSG, chers solopreneurs et freelance, mais vous avez un maillot virtuel et vous pourriez mettre des sponsors dessus. Ouais. Trop bien. Je te propose, Sarah, qu'on passe au dernier épisode. Tout ce qu'on peut faire encore pour augmenter encore sa singularité, son côté distinctif sur le marché et augmenter encore sa rentabilité parce que là, on va finir clôturer par du coup une augmentation forte de la rentabilité pour toi. C'est parti. Alors, avec tout ce que tu as mis en place comme étape, est-ce qu'il te reste des conseils finaux pour nous, Sarah, sur comment être sûr que cette méthode signature, elle ait un impact sur notre rentabilité? Parce qu'on a vu que, tu vois, c'est un peu pernicieux quand même, la rentabilité du freelance, solopreneur, c'est que ça prend du temps quand même de faire tout ça. Donc, au final, est-ce que tu es rentré dans tes frais ou pas?
Écoute Flavie, je commence à peine après 2 ans à rentrer dans mes frais. C'est-à-dire que ça m'aura pris 2 ans. Pourquoi? Ça aurait pu me prendre. À chaque fois, je suis autocritique envers moi. Je me dis mais j'aurais pu gagner ce temps-là. Mais oui, mais en fait, le temps d'apprentissage il compte. Hein. Donc Oui. voilà, pour être totalement sincère, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose aussi où finalement, j'y suis allée par étapes. Quand j'ai commencé pour les prestations B2B, j'ai commencé à 400 €. Et pour 400 €, mobiliser une journée entière, faire un déplacement, embarquer du matériel et délivrer la prestation, en fait, finalement, j'ai perdu la journée de préparation, la journée de déplacement et puis la journée de fatigue le lendemain pour se reposer. Et en fait, je me suis dit, mais 400 € pour le 3 jours de travail, mais en fait, à quel moment je vais gagner ma vie? Et puis, les prestations B2B, tu vois, il y a toute la démarche aussi. Il peut y avoir de la prospection, il y a des réunions de préparation. Donc, c'est vraiment... en fait, faut intégrer tout ça aussi dans le pricing. Et là, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Il faut pouvoir se dire, OK, et ben, à chaque devis que je vais sortir de ma boîte, je m'engage à augmenter mes prix de temps. Ça peut être 50 €, ça peut être 100 €, ça peut être 500 €, peu importe. Moi, par exemple, ça a été 200 €. Donc, je suis passée de 400 à 600, à 800, à 1100, à 1300. Et en fait, ça passait crème à chaque fois. Parce que non seulement, donc, moi, j'augmentais en crédibilité. Donc, en fait, mes clients aussi devenaient de plus en plus, on va dire, importants, avec plus de budget, qui ont des budgets événementiels, qui travaillent avec des agences événementielles. Donc, pareil, tu changes de clientèle. Donc tes clients ont plus de budget, donc toi tu t'autorises à facturer davantage. Et je pense que je n'ai toujours pas atteint mon seuil maximal parce que j'ai un peu, encore une fois, je pense un peu comme tout le monde, ce syndrome de l'imposteur de se dire oh lolo quand même, je suis pas Beyoncé, tu vois, pour appliquer. Mais il y a de la marge, hein, pour le coup. Pour quand tu veux mon avis, moi je pense que t'as de la marge parce que une formation lambda basique en entreprise c'est 2 000 € la journée. Dans une salle de formation où t'as rien à t'occuper, genre tu viens juste claquer ta formation qui est même pas sur mesure, donc voilà. Et en plus, toi t'es en short supply, c'est-à-dire t'as moins d'offres que de demandes parce que des journées elles sont comptées. Enfin, je sais pas combien de jours tu fais de prestat en entreprise, mais tu peux pas faire ça 300 jours par an. Et ça me fait penser à ce que moi j'ai fait pour le bootcamp parce que pareil, je me suis dit je scale comment? Soit j'augmente les prix et je garde l'hyper qualité et peu de personnes, peu d'élus, entre guillemets, qui peuvent en profiter. Moi, c'est 36 personnes par an, 3 promos de 12. Soit j'augmente le nombre et je baisse la qualité et je baisse le prix. Et j'ai choisi la première option et du coup, bah moi, j'ai monté de 1 000 € à chaque session. Là, j'en suis à 4 900 €, je crois, le bootcamp. Ma cible, c'est 6 000, 7 000 pour une année. Et tu vois, j'ai toujours de la demande et presque ça se passe de mieux en mieux à chaque fois les lancements. Exactement. Donc en fait, tu montes en confiance, tu es personnellement rassuré de se dire bah en fait il y a encore des gens qui achètent parce que j'y vais progressivement. Il y a une éducation du marché aussi qui se fait en cours de route et effectivement je pense que je suis encore sur le chemin et en fait tant qu'on continue à croître, à monter en crédibilité, à lancer des projets, à avoir des partenaires, à monter en qualité aussi, c'est le sens de l'histoire que d'augmenter ses prix. Et s'engager sur une augmentation qui est raisonnable mais en même temps réalisable, et je trouve que c'est un super hack pour pouvoir y aller sur un système d'escalier en fait par échelon. C'est sécurisant pour soi et pour les personnes en face. Donc effectivement, je trouve que ça c'est vraiment un défi à relever, un pacte avec soi-même, se dire non. Et puis aussi délimiter les zones de négociation. Ça c'est important. On peut toujours avoir des clients qui vont essayer de chercher des prestations supplémentaires, ou bien gratter un peu plus de temps, ou bien se faire offrir des choses. Ça fait parfaitement partie d'une négociation. Donc identifier ce qui est acceptable pour soi et puis qui par contre aussi est non négociable. Et ça c'est un vrai travail mindset, tu vois, sur le prix, sur sa valeur. Et donc j'en arrive au deuxième hack qui est incarner complètement son message. Quand on décide de travailler sur cette stratégie de méthode, en fait, il faut pouvoir être solide sur ses appuis. Pouvoir dire, OK, mais en fait, vous ne trouverez personne d'autre sur le marché qui est capable de vous proposer ce que je vous propose aujourd'hui. Et y arriver... Alors, attends, je suis en train de réfléchir. Moi, je pense que j'en suis border là, mais j'ose pas trop encore. Je pense que je minimise trop encore ma méthode. Je suis là, oui, mais c'est mes petits piliers, la scalabilité, mes trucs. Et en fait, je suis là, mais genre, en France, il y avait personne qui propose l'histoire de la scalabilité pour les indépendants. Mais personne s'était dit, tiens, comment je peux rendre un freelance aussi scalable qu'une start-up, mais sans se prendre la tête, sans recruter, sans lever de fonds.
Ah, j'en suis pas là encore, Sarah. Je pense que je vais te suivre pour oser. Est-ce que tu as des petits tips là-dessus pour nous dire ouais comment oser assumer quoi? Peut-être commencer à se le répéter déjà dans sa tête, histoire d'y croire, tu vois. Quand je dis incarner son message, en fait, faut se dire que les personnes réagissent aussi en fonction de ce qu'on leur renvoie. Donc quand on n'est pas trop sûr, évidemment, ça m'est arrivé plein de fois, je pense que toi aussi, tu vois, quand on n'est pas sûr de son offre, quand on tâtonne encore, même si on sait très bien que rationnellement l'offre elle est bonne, si entre guillemets, tu vois, énergétiquement, on dit pas à la personne en face, ouais, mais en fait, je suis désolée, mais là tu parles avec la référence sur cette offre-là. Et ben, et ben en fait, cette autorité, des fois, elle peut aussi pousser le client, se dire mais moi je suis trop fière d'aller. Attends, je suis allée chercher la référence, donc je veux me mettre davantage en action. Je vais te citer ici un exemple et je pense que ça va parler aux personnes qui nous écoutent. J'ai travaillé avec des boîtes qui voulaient juste une prestation, je sais pas, de sophrologie, de formation anti-stress et puis voilà. Les boîtes n'ont jamais défendu la prestation auprès de leurs collaborateurs. Donc je me suis déjà pointée devant des groupes démotivés. Parce que la prestation avait été achetée comme une prestation random. Et j'ai détesté être sur ce genre de terrain. Par contre, quand le manager est venu me chercher, moi, sur un post que j'avais écrit ou sur une prestation où j'avais montré des photos de moi sur le terrain, dans telle situation, et ben c'est le manager qui a vendu le truc pour moi auprès de ses équipes. Donc au moment où je me suis ramenée sur la prestation, c'était pas du tout la même ambiance. Et donc en fait, il faut se dire que cette sorte d'alignement de bout en bout jusqu'à l'exécution, elle émane aussi de la posture que l'on a au moment de proposer son offre. C'est comme toi, en fait, si tu te présentes, de la manière en fait dont tu te présentes, tu vas dire, ok, et ben moi je cherche les personnes qui sont motivées, capables de se mettre en action, parce que je sais que ça va maximiser la transformation que moi-même je propose. Donc je trouve que c'est super vertueux de se dire, ok, à partir de maintenant, je décide de faire autorité. J'adore. Non mais j'adore. En plus, je sais que l'autorité c'est très important. Hein. J'ai bien conscience et je pense que tu verras que j'ai avancé quand j'oserais avoir un petit nickname là sur LinkedIn comme toi, Respiration Goddess. Je pense que ça faudra que je me trouve mon petit nickname à moi, mais et en plus c'est évidemment important parce que vous vous rappelez l'histoire de l'autorité, ça a été documenté par Cialdini. Ça dit que même les médecins qui mettent leur diplôme au mur de leur diplôme de médecine, les patients guérissent mieux. Donc si vous assumez pas votre méthode jusqu'au bout, vos clients seront pas fiers, ils seront pas ambassadeurs et en plus potentiellement ça marchera moins bien pour eux votre méthodologie. Trop bien Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu. Venez dire bonjour à Sarah sur les réseaux sociaux, dans la communauté, venez nous poser vos questions. Et puis, Sarah, tu seras bientôt avec nous pour un live dans l'incubateur Solopreneur à la rentrée, après les JO. Tu vas nous faire respirer, tout ça, ça va être énorme entre solopreneurs parce que Dieu sait que de temps en temps, on a besoin de se calmer un peu et de respirer avec toi. Et puis, écoute, où est-ce qu'on peut te suivre ou si tu as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Merci beaucoup Flavie, j'ai pas vu le temps passer et merci aussi pour tes questions pertinentes. Merci pour tout ce que tu fais pour les solopreneurs. On a vraiment besoin d'être guidés. Donc moi je m'appelle Sarah avec 2 R, je répète l'histoire, spécialiste de la respiration goddess. C'est mon petit nickname, je me suis beaucoup inspirée de Glucose Goddess ici, tu vois. Donc moi je porte ce genre de démarche dans mon cœur, les méthodes signatures, on en veut plus parce que c'est ce qui rassemble, c'est ce qui plaît, c'est ce qui aussi est super excitant et passionnel presque d'un point de vue solopreneur. Sur Instagram, sur LinkedIn, j'ai mis aussi en description un freebie sur les 5 exercices clés que vous allez pouvoir télécharger et découvrir pour commencer à vous mettre en action. Et puis voilà, je reste là, moi, sur mon action de communication quotidienne sur les réseaux sociaux. J'envoie tous tes liens et puis les exercices de respiration dans la newsletter du board, vous recevrez tout ça. Le vendredi, ça part après la mini-série. Merci beaucoup Sarah, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye. Bye bye.